Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des grands entretiens qu'on a lancé depuis quelques mois avec les candidats. Aujourd'hui, nous sommes aussi avec un autre candidat, Hamidou Thiaw. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers l'AS TV. Merci. Vous êtes le président du parti En Marche pour la Renaissance du Sénégal. Et je rappelle aussi que vous êtes ingénieur de formation et ancien analyste financier à la Banque mondiale. Donc nous entamons la dernière ligne droite pour les parrainages. Où en êtes-vous? Donc pour les parrainages, nous avons bouclé les parrainages. Donc nous sommes vraiment contents. C'était difficile. Mais bon, on l'avait fait en 2022 lors des élections législatives et je pense qu'on a répété le même processus. Donc là, on est très contents. On a fini les parrainages. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va payer la caution. Donc, on est prêt. D'accord. Mais force est de constater que c'est une étape qui est tout sauf une sinécure. Bon, en fait, c'était pas trop difficile parce qu'on a l'expérience. Je pense que les élections législatives nous ont beaucoup appris. Parce que durant les élections législatives, on a beaucoup appris sur la saisie parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de saisie. Parce qu'à un moment, il y a eu 12 000 ou 13 000 parrains qui ont été mal saisis pendant les saisies des élections législatives. Donc là, on a vraiment pris notre temps et avoir le maximum, avoir le moins d'erreurs possible lors des saisies. Donc vraiment, je pense que cette fois-ci, c'était beaucoup plus facile que la dernière fois. Donc vous êtes, ce que je peux dire, c'est que vous êtes un candidat, c'est votre première expérience en tant que candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vraiment motive votre engagement et qu'est-ce qui vous anime? Non, ce qui m'anime, c'est juste être un citoyen sénégalais. Je pense que durant mon parcours, peut-être on ne l'a pas évoqué ici, mais je pense que je l'ai dit dans d'autres émissions, j'ai eu mon bac S1. Et quand j'ai eu mon bac S1, j'ai eu une bourse de l'État. Donc quand l'État a financé une partie de mes études à l'extérieur, c'est normal que la personne rentre pour vraiment retourner vraiment ce que l'État lui a fait. Et c'est pour ça, après des expériences en Europe et aux États-Unis, je suis rentré en 2016. J'ai créé des entreprises, j'ai financé, j'ai formé des femmes. Et finalement, je suis lancé dans la politique. Et je pense que pourquoi je suis lancé dans la politique? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la politique menée au Sénégal, ce n'est pas vraiment un débat d'idées. C'est juste du dénigrement, c'est juste de la diabolisation, des polémiques, etc. Et même moi, j'en paye les frais parce que aujourd'hui, si je vais aller à la télé, des gens me disent que bon, il n'y a pas assez de bruit autour de toi. C'est-à-dire qu'ils cherchent des polémiques. Et malheureusement, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je pense que si on est rentré dans la politique, c'est vraiment pour rehausser le niveau, parce que je pense que le niveau est très bas. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont candidats aux élections présidentielles de février 2025, ils n'ont pas de travail. Ils disent qu'ils sont des consultants, mais consultants, ça ne veut rien dire. La plupart n'ont pas de travail. Et ils veulent faire de la politique vraiment pour s'enrichir. Donc nous qui avons peut-être quelque chose que Dieu nous a aidés, on a un travail, on a des sociétés, on n'a pas besoin de l'argent de l'État. Je pense que nous devons nous investir et pour changer ce qui se passe dans ce pays. Parce que ce qui se passe dans ce pays, c'est vraiment la politique pour s'enrichir. Et ça doit vraiment sortir de cette politique, la corruption et tout ce qui va avec. Et nous, on doit rentrer dans la politique. Nous, les gens qui n'ont jamais volé ou qui ne sont dans le privé, de venir et vraiment changer les choses. Et vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans la politique. Et Inch'Allah, on va voir ça. Voilà, mais vous vous êtes lancé en politique et c'est votre première expérience en tant que pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce à dire que voilà, vous n'avez pas vu une option ou bien une offre, une idéologie politique qui vous convient? Non, je n'ai pas vu d'offre qui me convienne. Sérieusement, je l'ai un peu côtoyé dans la plateforme Fit et F24, mais vraiment le niveau reste à désirer. Et même lors des débats, on voit en fait ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal dans la politique. Ce n'est pas vraiment un savoir-faire, c'est juste l'art oratoire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient, qui raconte les problèmes des Sénégalais, après qui embellit ça avec des citations, des phrases, de l'arabe, de l'anglais, etc. Mais à la fin, il ne dit rien du tout. Il ne propose aucune solution. En plus de cela, ce n'est pas des gens vraiment qui ont un certain niveau intellectuel, je veux dire,
qui propose quelque chose, c'est juste on voit du tout et n'importe quoi dans cette politique. Et vraiment, si j'avais quelqu'un qui avait un parcours irréprochable, qui a des convictions, et qui, je pense que vraiment peut développer ce pays, je pense que je ne me serais pas lancé dans la politique. Donc vous pensez que tous les hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, qu'il s'agisse, c'est des gens qui ont des insuffisances, qui ne vous conviennent pas? Les gens que j'ai eu à côtoyer, parce que je n'ai pas côtoyé tout le monde, mais les gens à qui j'ai eu à côtoyer, malheureusement, ce n'était pas ça. D'accord. Maintenant, bon, parlons un peu de votre programme et de votre vision. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes ingénieur de formation, je pense analyste sur le plan numérique, vous avez travaillé à la Banque mondiale aussi. Donc je pense qu'on va commencer avec le secteur privé. Voilà, donc c'est un secteur privé qui pense qu'il est sous-traitant dans son propre pays. Vous, est-ce que vous avez des solutions idoines pour ça? Vous êtes chef d'entreprise, comme vous l'avez dit. Non, quand on parle de secteur privé, moi je dis tout ce qu'il y a la partie formelle et à la partie informelle. Parce que je pense que quand les gens parlent de secteur privé au Sénégal, ils pensent tout le temps de la partie formelle. Mais tout ce qui ne touche pas à l'État, tout ce qui n'est pas du service public, c'est du privé. Donc même la personne qui vend du pain, le menuisier, le plombier, etc., c'est dans le privé. Et je pense que je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, le problème qu'on a au Sénégal, je pense que si on regarde sur les chiffres seulement, c'est l'une des économies qui se porte la mieux dans le monde. C'est comment? Non, j'ai dit juste les chiffres. Parce que si on regarde notre croissance, on a des croissances presque supérieures à 5% depuis presque 10 ans. Là, à un moment, même avant Covid, on pensait avoir des croissances à 2 chiffres. Donc, c'est vraiment un pays attrayant pour les investissements parce que les gens disent que ça bouge bien. Donc, sur le papier, ça va très bien, machallah. Mais le problème, ce qui est sur le papier et ce qui est la réalité, il y a une différence. Parce que sur le papier, ça va bien, mais la réalité, c'est autre chose. Et bon, ça se passe peut-être très bien pour 1% des Sénégalais et peut-être 90% des étrangers, mais pour le reste des Sénégalais, on ne voit rien du tout. Et c'est normal, parce que quand tu décortiques ces chiffres, aujourd'hui on parle de croissance de 6-7% à peu près. Quand on regarde les chiffres, en fait, on voit que le secteur privé, que ce soit sur le primaire, secondaire ou tertiaire, en fait, ne domine rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est secteur primaire, à part la pêche, l'élevage et l'agriculture, tout le reste, c'est presque à 100%, c'est les étrangers qui gèrent. Donc c'est un problème. Et on sait que l'extraction de ces ressources, qui sont l'or, le fer, le gaz, le pétrole, ont beaucoup plus de retombées financières que vraiment la pêche et l'élevage au Sénégal, qui est toujours archaïque et artisanal. Et je pense qu'ils disent qu'ils contribuent à peu près à 20% vraiment de la croissance. Quand tu regardes le secteur secondaire, c'est presque les Libanais qui dominent. Il y a aussi des Français, il y a aussi des Turcs, il y a des Indiens, il y a des Chinois. Et quand tu vas dans le secteur tertiaire, parce que le secteur tertiaire, ça nous concerne nous, parce que c'est vraiment les services, on vend directement aux consommateurs. Et le secteur tertiaire, donnez-moi un secteur, une industrie, où le numéro 1 est une société sénégalaise. Parce qu'il n'y en a pas. Quand on regarde la télécommunication, quand on regarde Free et Orange, qui sont les leaders, c'est des Français. Après, on va regarder dans l'assurance. C'est qui? C'est AXA, c'est français. Comment faire pour rendre le service? Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'on avait dit, nous, dans notre forum qu'on avait organisé à Kaolack, que le problème principal des Sénégalais, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Parce que les revenus sont tellement faibles, ou même inexistants, que le Sénégalais ne peut pas manger, ne peut pas se soigner, ou même pas penser à avoir une maison. Donc j'ai dit, il faut que les gens trouvent du travail, et du travail bien rémunéré.
Et comment on fait cela? C'est-à-dire que vraiment que cette économie soit là pour les Sénégalais en premier. Donc j'ai dit, moi, j'ai aucun problème pour les étrangers, avec les étrangers. Les étrangers, ils peuvent investir au Sénégal, mais pas compétir. Et je pense qu'on l'a dit et répété, investir, pas compétir. Parce que les gens, quand on dit qu'on veut que les gens viennent investir, automatiquement ils disent, ouais, Auchan, il vient investir ici. Non, il ne vient pas investir, il vient compétir. Parce que Auchan, la différence est très simple. Auchan, quand il vient au Sénégal, c'est une société. Tout le monde sait comment une société fonctionne. Tu as des dépenses et tu as des rentrées d'argent. Pourquoi Auchan est venu ici? Il est venu ici parce qu'il s'est dit que c'est un pays en croissance, il y a des possibilités. Donc automatiquement, il vient avec sa société, il prend ses produits qu'il vend aux Sénégalais, après il gagne son argent, qu'il amène en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, pour travailler, il dépense de l'argent, mais l'argent qu'il gagne est supérieur à l'argent qu'il dépense. Donc quand on regarde l'opération, il y a plus de rentrées d'argent que de dépenses. Donc le net, il est un net positif pour Auchan, et ce net positif pour Auchan sort de ce pays. Donc il y a une fuite de capitaux. Donc s'il y avait peut-être 400 milliards qui circulaient dans le pays, et disons qu'Auchan a 2 milliards de bénéfices qu'il expatrie, qui sortent du Sénégal, donc on a 398 milliards qui circulent. Donc là, ils viennent compétir directement avec les Sénégalais qui sont là, qui ont des cas, par exemple, ou les boutiquiers en général, ou même les marchés. Donc ça, ils sont en train de compétir et ils ne rapportent pas un plus-value à la société. Par contre, investir, c'est-à-dire que je vais regarder le cas de Zara au Maroc. Zara, il vient au Maroc. Il fabrique des habits. Ces habits qui sont fabriqués au Maroc ne sont pas vendus au Maroc. Ils sont exportés en Europe pour être vendus en Europe. Donc Zara ne vient pas compétir avec les gens qui travaillent au Maroc ou les tailleurs. Il vient juste pour utiliser la main-d'œuvre marocaine. Parce qu'il y a deux choses qu'il gagne. Un, c'est une main-d'œuvre pas chère par rapport aux Français. Par exemple, le Français, tu dois le payer 1 million par mois parce que peut-être c'est le SMIC. Tu ne connais pas le SMIC de la France, mais je sais que c'est très élevé par rapport au Maroc. Le Marocain, tu peux le payer 100 000, 200 000. Donc le Français, la société française dans l'opération, elle gagne parce qu'elle a un coût moindre. Aussi, le Maroc gagne parce que maintenant, tous ces gens qui chômaient ont des revenus. Et c'est ce système-là dont je parle. Et ce système-là que la Chine a adopté. La Chine a adopté un système où la Chine est devenue l'usine du monde, où les gens viennent fabriquer en Chine pour utiliser la main-d'œuvre pas chère, après amener dans leur pays pour vendre les matériels, etc., les produits. Donc j'ai dit pourquoi pas ne pas faire la même chose. Et même la Chine, ce qu'ils ont apporté de plus, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'une société qui vient délocaliser certaines choses en Chine, ces sociétés-là ne peuvent pas être à plus de 50% étrangères. C'est-à-dire que les Chinois ont 50% ou plus de cette société. Il y a du protectionnisme. Voilà. Ça, ce que ça permet d'avoir des cadres de ton pays dans la société qui pourront apprendre le fonctionnement, etc., etc. Et si on regarde par exemple le cas de la Chine, ça leur a permis vraiment d'avoir un transfert de connaissances très rapidement. Transfert de savoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des voitures, etc. Maintenant, M. Thiaw, est-ce que, au-delà de tout ce que vous venez de dire, mais est-ce que vous pensez qu'on a les compétences au Sénégal pour faire le travail, voilà. Les chefs d'entreprise? Donc, ils n'ont pas non plus les compétences. Parce que la Chine, c'était un pays très agricole. Et le travail d'usine, c'est un travail répétitif qui ne demande pas des études ou des études poussées. C'est une personne, c'est une chaîne, chacun répète le même mouvement toute la journée. Donc on n'a pas vraiment besoin de Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7. Peut-être dans le management. C'est ce que je dis. Je voulais dire le secteur privé sénégalais, les chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils ont les compétences pour résorber tout ce gap-là si on met en avant le secteur privé sénégalais? Non, ce que je suis en train de dire déjà, parce que je pense que vous m'avez mal compris, je dis la première phase, c'est déjà les étrangers. Les étrangers qui sont là, je pense qu'on doit réorganiser ça pour qu'ils viennent investir, pas compétir. Et j'ai donné le cas de la Chine, comment faire ça. Et je pense que notre situation géographique est beaucoup plus avantageuse que celle de la Chine. Mais le problème que nous avons, c'est la fiscalité. Elle est très lourde.
Donc, si on ne règle pas ce problème, les gens ne vont pas venir investir. Mais quand je parle d'investir, c'est selon le modèle de la Chine, pas ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est du n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. On est en train de vendre le pays, voilà, aux étrangers. Donc, je ne sais pas si les gens me comprennent. Bon, j'essaie d'expliquer vite fait. Par rapport aux Sénégalais qui sont là, ça, c'est un autre problème. Parce que les Sénégalais qui sont là, ils ont beaucoup de problèmes. Un, ils ont des problèmes pour entreprendre. Parce que dans nos formations, on n'apprend pas aux Sénégalais lambda à entreprendre. Genre, il est formaté pour qu'il aille trouver du travail. Mais il n'est pas formaté pour créer du travail. Et je pense que ça, il faut qu'on essaie de créer un esprit où les gens créent du travail au lieu de trouver du travail. L'esprit salarial, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Parce que tu vois quelqu'un qui sort d'une université qui dit que je n'ai pas trouvé de travail. Mais pourquoi ne pas entreprendre? Mais ça ne leur traverse pas l'esprit. Et quand les gens, des fois, pensent à entreprendre, la première chose dont ils pensent, c'est vraiment le commerce. Ils pensent que entreprendre, c'est faire du commerce, c'est-à-dire vendre des habits, des produits, etc. Et vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Je pense qu'on peut créer des produits. Là où il y a des problèmes, il y a tout le temps des opportunités. Mais vraiment, après, il faut avoir un esprit imaginatif pour créer. Et je peux vous donner un exemple de quelqu'un, et je le donne souvent. C'est quelqu'un que je connais. Il a fait ses études en comptabilité. Il est sorti, il n'a pas eu de travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé. Il a vu que dans beaucoup de sociétés, les gens font le rang pour aller acheter, pour aller payer à la fin du mois ce qu'ils doivent à l'État. C'est-à-dire les presses, la Caisse de sécurité sociale, VRS, BRS, etc. Donc, c'est beaucoup de temps dépensé par une société. Donc, lui, ce qu'il a proposé, il est venu voir les sociétés comme moi. Il m'a dit quelque chose de très simple. Bon, monsieur Thiaw, je vois que tu dépenses beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que tu payes quelqu'un pour faire ça. Pourquoi ne pas me payer 30 000 francs? À la fin du mois, je m'occupe de tout ce qui est paperasse avec l'État. Donc, j'ai fait ça. Il me le fait chaque fin du mois. Il l'a fait avec au moins une vingtaine d'entreprises. Donc, c'est une personne qui ne trouvait pas d'emploi. Maintenant, il gagne plus de 20 millions, qui gagne des millions, pas 20 millions, qui gagne des millions par mois. Et même maintenant qu'il y a des employés. Donc, c'est là que je dis que lui, il a eu un esprit créatif, imaginatif pour dire, OK, je vais imaginer quel est le problème des Sénégalais en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour les aider avec mes compétences. Et c'est ça qu'on demande aux gens, d'avoir pas forcément de venir trouver du travail. Aussi, il y a la fiscalité. La fiscalité est faite de telle sorte que la plupart des sociétés, je pense que le chiffre est assez élevé, ferment au bout de 3 ans. Parce que l'impôt minimum forfaitaire, etc., ça tue. Bon, je peux rentrer dans les détails, mais bon, je n'ai pas besoin de le faire parce que je pense que certaines personnes qui ne sont pas un peu experts auront du mal à suivre, mais je pense que la fiscalité est très lourde. Maintenant, vous avez parlé de travail et d'emploi. Vous avez constaté avec peut-être tous les Sénégalais que la mer, l'immigration clandestine est en train de faire des ravages, voilà, par rapport à la jeunesse. Et vous avez vu aussi les statistiques de l'ANSD sur les 18 millions de Sénégalais, les 13 ont pratiquement entre 19 et 35 ans. Vous considérez cette part importante comme une opportunité ou une bombe? Et est-ce que vous avez des solutions pour l'emploi? Non, c'est toujours une opportunité parce que quand tu as une main-d'œuvre, bon, tu peux souhaiter que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays comme le Canada, le Japon qui essaient d'avoir une main-d'œuvre, mais ils n'en ont pas parce que c'est une population vieillissante. La plupart des gens sont trop vieux pour travailler. Nous, on n'a pas ce problème. On a des jeunes qui veulent travailler. Mais malheureusement, à cause des politiques qu'on a, qui ne savent pas comment créer de l'emploi, on se retrouve avec ces gens qui devaient être le moteur de notre économie. Maintenant, ils deviennent un boulet. En plus de ça, on voit vraiment ces gens, je ne vais pas dire seulement des jeunes, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des mamans, tous les gens prennent les bateaux. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que s'ils prennent le bateau, c'est parce qu'ils sont désemparés. Ils n'ont plus de rêve. Ils n'ont plus d'espoir, ils sont désespérés, désemparés. Ils ne pensent pas que dans ce pays, c'est possible de réussir. Est-ce que c'est possible de réussir? C'est très possible de réussir parce qu'il y a eu des exemples. Mais il faut aussi que les politiques qui sont là mettent les conditions pour que les gens puissent réussir. Et c'est ça le problème. Et personne n'en parle.
La première chose que j'ai dit, c'est-à-dire essayer de créer des emplois, mais en utilisant l'investissement direct étranger. Je pense que avoir des gens qui viennent investir, pas compétir, peut absorber beaucoup de ces jeunes qui sont dans les rues en train de vendre à la faveur des Et pourtant, l'État, M. Thiaw, l'État se pâme d'avoir mis en place plusieurs programmes pour la jeunesse. Il y a eu la DER et tous ces programmes-là. Est-ce que vous pensez que c'est des programmes qui n'ont pas... C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que là, le problème qu'on a, on n'a pas assez de Sénégalais qui ont des sociétés qui peuvent absorber cette main-d'œuvre. Aussi, les jeunes, ils n'ont pas accès aux capitaux pour créer des entreprises. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un voit c'est ça le problème et décide d'entamer des démarches pour changer ça, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un mandat. Donc, comme on est dans l'urgence, je pense qu'on peut concilier les deux. La première chose, protéger l'employeur et l'employé sénégalais. La deuxième chose, faire de sorte que les gens puissent venir investir ici, mais pas compétir et qu'il y ait transfert de compétences. Et la troisième chose, faire de telle sorte que les jeunes qui sont là ne soient pas dans la situation de leurs aînés. Parce qu'aujourd'hui, le problème on a un problème d'employabilité aussi au niveau des jeunes. Parce que quand on a un taux d'analphabétisme de 60%, c'est compliqué dans le monde aujourd'hui avec la mondialisation de trouver du travail bien rémunéré. Quand je dis analphabétisme, bon, c'est un mot que certaines personnes n'aiment pas, c'est vrai. Parce qu'ils disent que moi, si je sais lire et écrire l'arabe, donc pourquoi on me considère comme un analphabète? Mais le problème, on est dans une société où les contrats sont écrits en français, où les logiciels sont en français ou en anglais. Donc tout est en français ou en anglais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une injustice qu'il faut corriger aussi? C'est-à-dire que nous, on peut dire qu'on peut essayer de changer la langue nationale Wolof, mais ça ne va pas régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone, c'est un outil très simple de communication. Et c'est l'outil le plus utilisé en ce moment. Je pense même dans le monde. Mais le téléphone, si tu ne sais pas lire, si quelqu'un t'envoie un message, tu réponds comment? Si tu ne sais pas lire, comment tu vas lire le nom des applications, etc. Même le nom de tes contacts, comment tu vas les sortir si tu ne sais pas lire? Mais ils se sont arrangés pour que ça soit en plusieurs langues, par exemple. Même si en plusieurs langues, quand ça vient ton téléphone, tu l'achètes. C'est en français et en anglais. Tu peux le faire en arabe, mais ça n'existe pas en Wolof. En Wolof, oui, bien sûr. En Wolof, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Donc aujourd'hui, si on dit qu'on doit apprendre en Wolof, le Wolof là, est la langue nationale, mais tu ne vas pas utiliser ton téléphone si tu parles que Wolof. Et je pense que si tu fais le tour du Sénégal, mais il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones qui te disent « Ah, c'est mon dom, gagne mon numéro. » Genre, excuse-moi mon fils, sors-moi ce numéro. Parce qu'ils n'arrivent pas à lire. Ou « Ah, écris-moi ton numéro. » Donc c'est des gens, limite, c'est des handicapés parce que quand tu dois faire quelque chose, tu as besoin de l'aide de quelqu'un qui sait lire ou écrire. Pour que nos jeunes ne soient pas dans cette situation où ils ont besoin de quelqu'un qui est éduqué pour faire certaines tâches, je pense qu'il vaudrait mieux leur apprendre la langue. Même pas le français, je pense que la langue d'avenir, la langue des affaires, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Et je peux vous dire un cas très simple. Moi, il y a une société de la place qui avait un très gros contrat, des centaines de millions, mais c'était avec une société nigériane. Dans la société, personne n'arrivait à lire l'email. Ils ont dû m'appeler pour me dire « Ah, monsieur, on a un contrat là avec un autre pays, c'est des centaines de millions. Est-ce que tu peux nous traduire? Parce que nous, on ne comprend pas. » Donc ça devient un frein quand tu ne maîtrises pas les langues. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment travailler dans beaucoup de pays, il faut maîtriser les langues. Et un cas que je peux donner, Serine Boub. Serine Boub, c'est quelqu'un qui a fait sa formation dans les Dara. Il s'est enrichi avec le commerce. Mais il s'est rendu compte que sans les langues étrangères, il y a un barrage. Il y a un plateau qu'il ne pourra pas dépasser. Donc il est allé apprendre l'anglais et le français. Je pense que dernièrement, les gens l'ont vu à la télé en train de parler français. Aussi, il est parti apprendre l'anglais. C'est des langues qui sont devenues indispensables. C'est vrai qu'on a une fierté nationale, mais je pense que si on veut passer d'une étape à une autre, il faut qu'on ait une langue écrite. Absolument. La Chine peut imposer le mandarin parce qu'ils ont des milliers de milliards, mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu pars en Chine, tu parles anglais, tu te débrouilles. Tout le monde parle anglais. Nous, on ne peut pas imposer qui que ce soit. On ne crée rien du tout.
Nous, la plupart du temps... Il faut travailler avec l'existant. Voilà, donc l'existant, c'est le français et l'anglais. Donc vraiment, je pense que le débat là, sur la langue, est un débat stérile. On doit le mettre de côté et vraiment se focaliser, donner les meilleurs outils à nos enfants pour qu'ils puissent prospérer dans le monde de demain et ne pas avoir les handicaps qu'ils ont aujourd'hui, que nos parents ont aujourd'hui ou que nous avons aujourd'hui. Maintenant dans vos propos aussi, vous avez parlé du financement par rapport à la jeunesse. Vous qui êtes un ancien financier, comment jugez-vous voilà, l'apport des banques au Sénégal par rapport à ça? Non, les banques n'ont aucun rôle au Sénégal, sérieusement. Les banques, ça ne sert à rien au Sénégal. Moi-même, je n'ai pas de compte bancaire au Sénégal. Ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment une arnaque. Si je peux me permettre, c'est une arnaque, ça ne sert à rien du tout. La première chose qui est un problème, c'est le franc CFA. Les gens disent que ouais, ça stabilise, ça ne stabilise pas tout ça. Mais en fait, on doit avoir une monnaie. C'est obligatoire. Aujourd'hui, tous les pays développés jouent de leur politique monétaire pour diminuer l'inflation. Donc, ils ont un outil financier que nous n'avons pas. C'est très simple. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand il y a l'inflation, qu'est-ce qu'ils font? Le monde les réserve des banques. Automatiquement, on voit que le dollar prend de la valeur. L'inflation se stagne ou diminue. L'Europe fait la même chose. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ce levier. Parce que nous, le CFA est bloqué à l'euro. L'euro monte ou descend selon les intérêts des Européens, pas selon ce qui se passe en Afrique. Donc on a un problème que... On a des problèmes, mais on n'a pas les mêmes outils qu'eux. Donc on a besoin de notre monnaie. Donc, mais là aussi, comme vous l'avez dit avec la langue, est-ce que ça ne va pas être... On ne va pas perdre du temps en voulant créer notre propre monnaie? Non, la monnaie, c'est très simple. On peut créer une monnaie demain. C'est très simple. Il faut juste avoir des réserves. Aujourd'hui, si en Afrique, on donne nos réserves d'or à la France, qui est devenue la 4e réserve mondiale en or, alors que la France n'a même pas de mine d'or. C'est une aberration. Voilà. Donc, je pense que nous pouvons garder notre or et avoir notre réserve. Mais je pense que... Avoir ces réserves aussi, ce n'est pas gagné d'avance. Voilà, c'est-à-dire que la corruption fait que les gens se disent, est-ce que c'est possible? Parce qu'on connaît la corruption en Afrique. On connaît l'instabilité. Parce qu'aujourd'hui, si les membres de la CEDEAO se réunissent pour dire qu'on va avoir notre propre monnaie et qu'il n'y aura pas un Français au niveau de la BCEAO pour nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, parce que la France a un droit de veto. La France a un droit de veto à la BCEAO pour empêcher toute décision, si ça n'arrange pas la France, de le bloquer. De même aussi qu'au niveau de la CIMA. La CIMA, c'est la BCEAO des assurances. La France a un droit de veto. Je pense que nous pouvons nous gérer sans la France. Mais aussi, quand il y aura l'instabilité au niveau du Sahel, les gens qui sont au pouvoir pour le bien depuis plus de 40 ans, les coups d'État qui se passent à droite, à gauche, et l'instabilité maintenant qui vient au Mali, les gens se disent, est-ce que ces gens-là sont assez stables pour vraiment avoir une monnaie et gérer cette monnaie et leurs réserves? Et je vous pose la question, vous, est-ce que ce ne serait pas suicidaire de faire ça actuellement? Non, je pense que dans la situation actuelle, ce serait précipité. Mais on peut commencer à mettre les jalons pour une monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, je prends l'exemple du Congo. Le Congo, c'est un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Je pense que rien que si on mettait des barrages au Congo, on pouvait avoir assez d'électricité pour la moitié de l'Afrique. Et il y a du tout dedans, il y a presque tout. Il y a tout ce que tu veux au Congo. Mais c'est un pays très instable. Instable parce qu'il y a des étrangers qui viennent déstabiliser ce pays en utilisant nos frères africains pour leurs propres intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un juif qui est très connu, qui est en train de déstabiliser le Congo, et il ne faut pas qu'on se laisse faire. Et je pense que nous, Africains, on devrait créer notre propre armée, tous les pays, et certains pays qu'on déstabilise, que nous, on vienne là-bas pour les stabiliser. On ne peut pas regarder certains pays vraiment être comme ça, alors que ces pays-là pouvaient porter toute l'Afrique. Les gens disent que l'Afrique a les plus grandes réserves de ressources naturelles au monde. Et nous sommes les plus pauvres. C'est-à-dire que c'est le sol le plus riche au monde. On a assez de sol pour nourrir même le monde. On a assez de terre pour nourrir tout le monde entier.
On a assez de ressources pour être riche, mais malheureusement, c'est des gens qui viennent de l'extérieur qui nous manipulent parce qu'on n'a pas de l'argent facile pour déstabiliser ce continent. Et maintenant, on se retrouve dans la situation où on est. Et vraiment, c'est du n'importe quoi. Moi, Bazoum, quand on l'a viré au Niger, Bazoum, mais à un moment, je me disais que c'est pas bien de faire des coups d'État. Moi aussi, le président, là, il se fout de tout le monde, excusez-moi du terme. Parce que comment tu peux avoir l'uranium et que tu as 5% à peu près de l'uranium. 5%. Mais bon, j'accuse Bazoum, mais on a la même chose au Sénégal. On est à près à 10%. C'est-à-dire que 90%, c'est les étrangers qui viennent prendre amener chez eux. À un moment, même tu te demandes, est-ce que ça c'est du patriotisme? Est-ce que là, ils sont là pour défendre les intérêts des Sénégalais ou les intérêts des étrangers? Après, nous aussi, il ne faut pas qu'aujourd'hui, Hamidou Thiaw vienne parler de ça, que la France commence à créer des choses pour gâter mon image, pour me détruire, que les Sénégalais rentrent dans ce jeu des Français. Pour dire que lui, il est mauvais parce que le Français a dit ça, on a vu ça à RFI, on a vu ça sur France 24. Mais malheureusement, on se laisse manipuler sur les réseaux sociaux. Vos propos laissent entrevoir voilà, un anti-système. Vous êtes un anti-système. Non, man, je ne le cache pas parce que ce système-là ne marche pas. Je pense que si le système marchait, je n'allais même pas faire de la politique, je vous le dis. Moi, la politique, ce n'est pas un choix. J'ai dit que vraiment, on a besoin de rentrer en politique pour nos enfants. Parce que ce système-là, si on le regarde, tôt ou tard, ça va exploser. L'instabilité qu'on voit dans les autres pays, mais c'est le même système. Hein. Donc le système n'a pas marché au Mali, ni au Burkina, ni en Guinée, ça ne marche nulle part. Donc ce qui se passe au Mali, si on continue à faire la même chose, on va avoir les mêmes conséquences. Je pense qu'aujourd'hui, avec la fracture sociale qu'on a entre les gens aisés et les gens pas aisés, je pense que la fracture-là, à un moment, ça risque d'exploser. Maintenant aussi, il y a un autre problème, président Hamidou Thiaw, c'est nos micro-États. Est-ce qu'avec un Sénégal par là, un Mali par là-bas, est-ce qu'on pourra se développer? Non, c'est possible de se développer. C'est ça que je viens de dire. Tout à l'heure, je l'ai sous-entendu. C'est-à-dire qu'avoir un État, un président pour tous ces pays, ce n'est pas possible. Parce que c'est des cultures différentes, ça n'a rien à voir. Mais sur certains points, on peut se réunir. C'est-à-dire qu'avoir une armée, avoir une monnaie, mais pas l'armée de la CEDEAO qu'on a qui ne sert à rien du tout, ou la monnaie qui est, parce que c'est la monnaie de la France. Parce que le CFA, franc CFA, c'est fabriqué en France. Mais notre monnaie à nous, notre armée à nous, est vraiment, pour certains conflits, nous-mêmes, on se déplace pour régler ces problèmes-là. Qu'on n'attende pas de la France ou des Russes ou des Américains qui viennent nous aider. Je pense que si on arrive à consolider sur certains points, c'est-à-dire l'argent et la sécurité, je pense qu'après le reste, on peut avoir des individualités. Parce que ce qui marche au Sénégal, ce n'est pas forcément ce qui va marcher au Mali ou ce qui va marcher dans d'autres pays. Parce que peut-être nous, on a un niveau d'éducation, ou on a une position géographique, ou on a certaines ressources naturelles, on peut se focaliser sur ça pour notre politique de développement. D'autres pays ont besoin d'autres choses. Donc si on veut avoir un président, je pense que l'Afrique est trop large. Trop large. On peut dire que c'est des micro-États en fonction de ressources, mais en fonction de superficie, l'Afrique est beaucoup plus large que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc tu ne peux pas avoir un seul président pour ça. Donc je pense que vraiment le problème, c'est d'avoir des bons dirigeants qui sont patriotes, qui ont des programmes, qui peuvent les développer, qui ont un savoir-faire et qu'on puisse vraiment vendre ces gens-là, malheureusement. Maintenant on s'achemine vers une élection manifestement qui sera âprement disputée et vous avez constaté voilà, un contexte politique très délétère avec tous ces problèmes-là au niveau de la justice. Quel est votre sentiment général par rapport à tout ça? Bon, les problèmes de la justice, je ne veux pas trop en parler parce que, sérieusement, ça ne concerne que deux personnes. C'est-à-dire que je pense que c'est entre deux partis, qui est l'APR et le PASTEF. C'est entre les deux. À part ça, je pense que les autres partis n'ont pas de problème avec la justice. Donc vous pensez que la justice marche? Je n'ai pas dit que la justice marche. J'ai dit qu'on voit qu'aujourd'hui un État qui est là et qui se sent menacé, je ne vais pas dire un État, un parti politique qui est là, qui se sent menacé par un autre parti politique et qui fait tout ce qu'il peut
pour s'en débarrasser. Donc c'est ça qu'on voit. Mais moi, je dis, quand on est rentré dans la politique, ce n'est pas pour parler de personnes, c'est pour parler des Sénégalais en général, proposer des programmes, mais pas pour parler de Macky Sall ou Ousmane Sonko. Mais quel est votre sentiment général par rapport à la justice sénégalaise? Abstraction faite de ces affaires-là. La justice sénégalaise, je pense qu'on a toujours eu un problème avec la justice sénégalaise. Et ça, depuis au moins depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Mais personne n'en parle. On a commencé à en parler quand les politiciens sont vraiment, on les prend avec la justice. Mais je pense qu'on a attrapé combien de personnes, on les a mis en prison pendant des années sans les juger. Et personne n'a pipé mot. Personne. Aujourd'hui, on peut t'attraper, te mettre en prison sans aucune accusation, et tu peux rester là-bas pendant 1 an, 2 ans, pour qu'on te juge après, pour te dire que finalement, on ne devait pas te mettre en prison. Et personne ne disait rien jusqu'à présent. Donc le problème qui se passe, je pense que c'est une conséquence de ce qui était là depuis des années et des années et des années. Et je pense que maintenant que c'est arrivé à quelqu'un qui est populaire, je pense que ça a mis les projecteurs au niveau de la justice et je pense que c'est une occasion peut-être de réformer la justice. Maintenant, voilà, sur ce plan, il y a certains qui pensent que l'émission de l'exécutif au niveau du justice, c'est-à-dire la présence du président de la République au conseil de la magistrature et tout, le parquet qui est sous l'autorité du ministère de la Justice, est-ce que vous pensez que tout ça doit être réformé? Bon, je pense que ça doit être réformé, mais les réformes ne servent à rien du tout s'il y a la corruption. S'il y a la corruption, ça ne sert à rien de faire des réformes. Tu peux changer comme tu veux les choses, etc. La personne peut être indépendante. Mais si la personne derrière, on lui dit, OK, prends cette décision, je donne une maison et 2 milliards, je pense que toujours les gens qui ont de l'argent peuvent manipuler les personnes, même si elles sont indépendantes. Donc le but, vraiment, pour vraiment changer les choses, c'est qu'il n'y ait plus de corruption. Et comment faire? La corruption, c'est vraiment, ça commence dès le bas âge. Ça commence parce que c'est quelque chose, on t'éduque par rapport à ça. Il y a des gens qui ne volent pas au Sénégal. Moi, je n'ai jamais volé, personne ne peut dire que j'ai volé quelque chose. Moi, le gouvernement m'a appelé, m'a proposé des postes et tout ça, j'ai refusé. Donc, il y a une certaine éthique qu'on t'apprend chez toi, pas à l'école, dès le bas âge. Et je pense que l'éducation civique, les parents, les modèles, les gens qu'on prend comme modèle, doivent être des gens vraiment comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes la télé, les gens que tu vois comme modèle, genre, je n'ai même pas envie que mes enfants regardent ces gens-là. Je dis la vérité, par exemple, un certain Pawlish, sérieusement, pourquoi on le met à la télé? C'est-à-dire qu'on voit du tout et du n'importe quoi à la télé. Après, on se demande pourquoi on a une société qui est comme ça. Mais regardez comment on a formé nos enfants. Nos enfants sont dans la rue jusqu'à 21h, 22h. On ne se soucie même pas où ils sont. On ne se soucie même pas avec qui ils traînent. Après, ils sont exposés sur les réseaux sociaux à du n'importe quoi. Après, la télé aussi leur donne du n'importe quoi. Après, ces gens-là grandissent pour diriger le pays. Et on se demande, mais pourquoi les gens qui dirigent ce pays sont sans valeur? Mais regarde, ces gens-là, c'est nos parents qui nous ont éduqués. On les a éduqués. C'est nos frères, nos sœurs. C'est des Sénégalais comme nous, ce n'est pas des étrangers. Ils sont sortis de cette société. Donc, si on avait une société... Mais avec la révolution numérique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu des mutations très profondes? Même avant la révolution numérique, c'était déjà là. C'est déjà là. Moi, quand j'étais jeune, 16h, 17h, je rentrais chez moi. Mais j'avais des amis qui rentraient chez eux 22h, 23h, minuit. Je n'osais pas amener des choses qui ne m'appartenaient pas. Si j'amène des chaussures qui ne m'appartiennent pas, ou des habits qui ne m'appartiennent pas, ou que j'ai de l'argent, mais je n'osais pas. Mais il y a des gens qui le faisaient. C'est-à-dire que peut-être que la chance que j'ai eue avec mes parents qui me surveillaient, quand j'ai 1000 francs ou 2000 francs, qui me disent où est-ce que tu as trouvé les 2000 francs? Quand j'amenais des choses, ils regardaient où est-ce que j'ai pris certaines choses, qui surveillaient mes notes, qui regardaient si j'ai des habits, où est-ce que je les ai pris, qui faisaient de telle sorte que je ne traînais pas dans la rue. Mais je pense que si d'autres personnes faisaient la même chose, on aurait eu un Sénégal meilleur, mais malheureusement, les gens ne font pas la même chose. On voit des jeunes. Moi, je connais quelqu'un qui me dit « Ah, mon fils a un bac. » Je dis « D'accord. Est-ce que tu peux l'aider à trouver du travail? Il a un bac en quoi? Ah, je ne sais pas. »
C'est que le parent ne sait même pas que son fils a un bac. Il ne sait même pas il fait quoi. Et il y en a plein. Tu vas voir des gens qui sont là, tu vas dire à leurs parents, ton fils, il a quel diplôme? Je ne sais pas, je pense qu'il a fini là un master en quoi? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas rester dans ce fatalisme-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour se réconcilier avec la citoyenneté? La citoyenneté, je pense que l'État peut jouer quelque chose. Je pense que l'État peut vraiment bloquer certaines émissions, peut pousser pour certaines émissions, qui peut éveiller la conscience des gens. On peut sensibiliser. On peut prendre genre 1 heure d'antenne sur chaque télé, de 8h à 9h, c'est des émissions pour sensibiliser les gens. On peut forcer. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi beaucoup contrôler. Mais un facteur qu'on oublie, et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup contribué à la déchéance aujourd'hui, c'est les régulateurs sociaux. Quand je parle de régulateurs sociaux, je parle des chefs religieux qui avaient un certain pouvoir au Sénégal. Quand les gens commençaient à faire certaines choses, quand on mettait certaines émissions, ces chefs religieux avant, ils venaient vraiment et essayer de retourner la situation. Ils parlaient beaucoup à la population pour les mettre dans le droit chemin. Aujourd'hui, ces chefs religieux sont inexistants. Ces chefs religieux, on les entend que quand leurs intérêts sont menacés ou quand il y a des événements qui les concernent. Mais à part ça, c'est silence total. Je pense qu'aujourd'hui, quand le pays brûlait, ils auraient pu faire un point de presse ou conférence de presse et parler aux gens. Quand les gens, il y a beaucoup de débauches au Sénégal, je pense qu'ils peuvent parler. Même là, en ce moment, les gens sont en train de prendre les pirogues. Je pense que les chefs religieux peuvent parler. Mais aussi, si les gens sont dans la misère, on voit ces chefs religieux qui roulent en belle voiture, qui mangent très bien, qui portent des habits. Je pense qu'à un moment, les gens vont arrêter de les écouter parce qu'ils disent qu'eux, ils vivent très bien. Nous, on souffre. Donc, ce n'est pas à eux de nous donner des leçons. Et je pense qu'aussi, ils peuvent aider. Parce que s'ils ont des milliards, ils peuvent aider vraiment dans la nourriture, ils peuvent aider dans les soins, créer des centres hospitaliers. Aujourd'hui, quand tu pars au Ghana, beaucoup de lits d'hôpitaux appartiennent à l'Église. Pourquoi pas au Sénégal? Les chefs religieux s'investissent à créer des hôpitaux pour aider les gens, à des centres pour que les gens puissent aller là-bas se nourrir, à être auprès de la population quand ça fait mal, de les éduquer, de leur donner des leçons. Mais donc vous pensez qu'il ne joue plus le... Du tout. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et je pense que maintenant, beaucoup de jeunes n'y croient plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne le voyait pas il y a 20 ans, 30 ans. Mais ce sont néanmoins des soupapes de sécurité. Est-ce que vous pensez que aller à l'encontre de ces régulateurs sociaux-là, ça ne participe pas au délitement social? Non, mais je ne parle pas à l'encontre. Ce que je suis en train de dire, regardez, je suis en train de leur dire, regardez ce que vos parents faisaient et faites la même chose. Parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vos parents faisaient. C'est pour ça aujourd'hui les jeunes sont sur les réseaux sociaux en train de vous dénigrer. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit, leurs parents, ce qu'ils faisaient, s'ils le faisaient aujourd'hui, je pense qu'on aurait un peu moins de problèmes au Sénégal. Mais malheureusement, cette nouvelle génération de leaders ou de chefs religieux, on ne les entend pas. Et ils sont un peu politiques. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui au Sénégal, regrettent ou ont la nostalgie des anciens chefs religieux. Et quand on a une nostalgie, ça veut dire que le nouveau, il ne fait pas aussi bien. Et donc, moi, je suis personne pour donner des conseils, parce que, bon, ils ont... Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, ils doivent vraiment regarder leurs parents et se regarder dans le miroir et dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je joue mon rôle pleinement? Maintenant, je pense que ça a le mérite d'être clair, ce que vous avez dit. Maintenant, on va vers une élection. Certains ont émis l'idée d'un report. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, du tout. Du tout, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons. Beaucoup sont mis là-bas injustement. C'était purement politique. Et je pense que si on reporte, ces gens-là risquent de pourrir en prison. Et je pense que les Sénégalais aussi ont besoin d'une lueur d'espoir, d'une rupture pour vraiment voir les choses changer. Et je pense que aujourd'hui, nous
nous devons vraiment faire de telle sorte qu'il y ait une rupture en 2024, pas une continuation. Parce qu'on a besoin de social. Les gens ont besoin de manger, ont besoin de travail, ont besoin de se soigner. Donc vous pensez que le régime de Macky Sall durant ces 12 ans a échoué lamentablement? Ou bien il y a eu de bonnes choses qui ont été faites? Je n'ai pas dit qu'il a échoué. Je suis de l'opposition, mais aussi il faut être honnête dans la vie. C'est-à-dire que si on regarde sur le plan matériel, il n'y a aucun président qui a eu le bilan que Macky Sall a eu. Je pense qu'aujourd'hui, sur 10 000 km de route, c'est lui qui a fait les 4 000 km en 12 ans. C'est presque la moitié qu'il a fait en 12 ans. Et si tu regardes le nombre d'hôpitaux, le nombre d'universités, donc il a beaucoup fait, ça on l'admet. Mais ce qu'il a fait, c'est juste sur le plan infrastructurel. Malheureusement, sur le plan social, c'est-à-dire que trouver du travail, que la personne ait des revenus pour pouvoir manger, se soigner, c'est là qu'il a échoué. Donc eux, je pense qu'ils n'ont pas eu de bons programmes par rapport à ça. Après, pour se justifier, ils disent que c'est une conjoncture mondiale et que ça arrive à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Depuis le début, et ce n'est pas juste lui, c'est lui et le PDS, parce que c'est le problème depuis 2000. Si on regarde l'exode rural, beaucoup de gens ont quitté les villages pour venir à Dakar. Ça a commencé quand? 2000, quand Abdoulaye Wade est venu. Quand ils ont commencé à supprimer ou diminuer les subventions, la politique agricole, quand ils ont commencé à changer, ça a appauvri les gens de l'intérieur, ils sont tous venus ici. Et ils ont pris tout cet argent pour faire des routes, des aéroports, etc. Ce qui n'est pas mal. Mais à un moment, ça crée un déséquilibre. Et maintenant, les gens souffrent, ils ne mangent pas. Ils font la queue pour manger de la bouillie. En contrepartie, on a de belles routes. Et moi, je dis qu'un pays ne peut pas se développer si la population est pauvre. On doit avoir un équilibre, un juste milieu. Malheureusement, ils sont trop passés, ils sont trop de droite. Et je pense qu'à un moment, on a besoin de centristes au Sénégal. Pas quelqu'un trop de gauche, ni quelqu'un trop de droite, mais quelqu'un de centriste. C'est-à-dire que non seulement tu crées des infrastructures, mais aussi tu focalises... Vous n'êtes pas trempé idéologiquement, ni marxiste, ni léniniste, ni libéraux? Non, je suis plus centriste, parce que je pense que nous, on est dans une situation un peu... on est dans une situation spéciale au Sénégal. Parce que les autres pays, ils ont déjà construit leur pays. Maintenant, ils gèrent. Nous, on veut gérer, construire. C'est ça le problème. Donc, il y a, dans ton budget, il y a une partie qui doit aller pour former les Sénégalais côté connaissance, éducation civique, mais il y a aussi une partie qui doit partir vraiment dans tout ce qui est infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je regarde Médina Yoro Fula, c'est un département dans Kolda. La route nationale, c'est une piste. La route nationale, c'est une piste. Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien du tout. Donc tout ça, c'est à faire. Ça n'existe pas en Europe. Ils ont les routes, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les infrastructures. Donc nous, on doit investir sur les infrastructures parce qu'aujourd'hui, si tu veux travailler, tu as besoin d'infrastructures parce qu'il faut que les gens entre les deux villes puissent communiquer et faire des échanges commerciaux. Donc tu as besoin de ça. Mais en même temps aussi, tu as besoin de subventionner un peu et d'aider les gens parce que nous sommes des gens très pauvres pour l'instant. On fait partie des pays les plus pauvres au monde et ces gens-là, il faut qu'on les pousse pour qu'ils arrivent au moins dans la classe moyenne. Et si on ne fait pas ça, on aura des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'il n'y aura plus d'écoles gratuites, on ne va pas aider dans le courant, dans l'électricité. Les subventions. Voilà, mais tu vas avoir beaucoup d'enfants qui sont analphabètes parce qu'ils ne pourront pas payer l'argent pour s'inscrire. Ils n'ont pas assez d'argent pour s'inscrire. L'électricité, la même chose, ça va affecter les petits commerces, l'informel, parce que tous ces gens-là ont besoin d'électricité. Donc, dès que tu diminues certaines choses, il y a des retombées, mais les retombées sont pires chez les plus pauvres. Et ça, on le voit aujourd'hui avec le courant, parce que dès qu'ils ont diminué la subvention, et on voit la misère s'installer. Donc, on doit faire un équilibre, pas trop socialiste, parce que si on veut rattraper le retard, mais aussi pas trop de droite, parce qu'à un moment aussi, tu vas créer une pauvreté extrême. Donc, il faut trouver quelqu'un qui est un peu centriste. Et je pense que il faut éviter les labels-là que les Européens nous donnent parce qu'on est dans des situations différentes. D'accord. Maintenant, vous avez vu la difficulté au niveau de l'éducation et notamment les universités qui sont fermées. Vous avez parlé d'éducation tout à l'heure. Vous parlez d'éducation à un moment où les universités
voilà, sont fermées et tout. Les unes se sont fermées, ça je condamne les étudiants. Bon, s'ils peuvent me détester, c'est pas grave, mais je vais dire la vérité. C'est pas normal qu'on détruise des universités. Point barre. Donc vous avez... Oui, allez-y. C'est pas normal qu'on détruise quoi que ce soit. C'est du n'importe quoi. C'est un acte d'incivisme. Si ces gens-là sont mis en prison, c'est normal, sont des voyous. Ça, je le dis, j'ai aucune honte à le dire. Deux personnes qui ont des problèmes, qu'est-ce que ça a à voir avec toi, avec la personne détruire les écoles ou les biens des autres? Toi, l'école que tu es en train de détruire, parce que Sonko et Macky Sall ont un problème, tu penses que tu le fais pour faire mal à qui? Macky Sall, du tout. Macky Sall, ses enfants vont en Europe pour faire leurs études. Les gens qui sont aisés vont en Europe. Tu es en train de tirer une balle sur le pied. Parce que c'est toi qui pars dans cette école. C'est tes frères et sœurs. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux la révolution parce que tu ne te vois pas dans ce pays. Tu vois ton espoir dans un certain Ousmane Sonko, que tu penses que lui, s'il vient, il va changer les choses. D'accord, c'est ton droit. Mais toi aussi, si tu détruis ce qui est pour toi, en quoi ça aide la cause? La preuve, aujourd'hui, l'école est fermée. Mais est-ce que Macky Sall s'en suit? Du tout, il est en train de faire ses tournées. Ce n'est pas son problème. Et c'est toi qui avais détruit l'école là, qui vient maintenant et tu veux que l'école ouvre. C'est genre comme si j'étais mécontent j'avais un problème avec, ou disons mon cousin, c'est même pas moi. Disons que mon cousin a un problème avec quelqu'un d'autre. Moi je viens dans la maison, je détruis les télés. Parce que mon cousin a un problème avec quelqu'un d'autre. Donc si je détruis les télés dans ma maison, à quoi ça règle le problème entre mon cousin et l'autre personne? Donc on est un pays pauvre. L'argent là qu'on a utilisé pour faire les infrastructures, que ce soit les bus, les BRT, les universités, ça c'est de l'argent public, c'est notre argent. Donc en le détruisant... Donc vous pensez que l'État a raison de prendre les devants par rapport à ça? Mais bien sûr. Pour d'éventuels remous politiques? Mais je dis que c'est eux qui ont brûlé. Donc ils vont attendre qu'on répare. Point barre. Tu ne peux pas brûler certaines choses, après dire à l'État, il faut réparer, nous on va aller à l'école. Je pense que ça doit leur servir de leçon. Mais le problème aussi, c'est que certains pensent qu'il y a des raisons politiques. Peu importe les raisons politiques, eux ils doivent protéger au contraire. Parce que quelque chose qui est à toi, quelqu'un d'autre vient détruire, tu le protèges. Mais c'était les élèves qui brûlaient, c'était les gens de l'université qui brûlaient. Alors que c'est eux qui devaient protéger leurs biens. Mais ici à Ouest-Foire, quand les gens étaient venus pour brûler, mais les gens sont sortis pour dire hey, vous n'allez pas brûler ici. Nous, si on habite ici, ce n'est pas Macky Sall qui habite ici, sortez dans le quartier. Mais c'est ça qui est normal. Donc les gens veulent brûler à l'université. Je pense que si les étudiants disent hey, vous n'allez pas détruire l'université parce que c'est nous qui vivons ici, c'est nous qui travaillons ici, donc vous n'allez pas les détruire. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu ces problèmes ici. Mais c'est les étudiants eux-mêmes qui ont brûlé. Voilà. À un moment, il faut se dire la vérité. Moi, je suis de l'opposition, je veux bien connaître ces étudiants. Parce que je dis que ces étudiants-là, on est en train de les former, mais vraiment sur les mauvais cursus. Parce qu'on a presque 80% des étudiants qui sont dans le littéraire, et il n'y a pas beaucoup de débouchés littéraires au Sénégal. Et je pense qu'on doit se tourner vers la science. La science. La et je suis même pour qu'on augmente les bourses pour les gens qui font des séries scientifiques. Mais aussi, il faut un peu d'acte de civisme. C'est pas que quand je suis énervé, je détruis tout, parce que c'est mon droit de tout détruire, c'est du n'importe quoi. Donc ça, ces gens-là doivent être punis, doivent même être mettre en prison. Est-ce que c'est pas parce que l'État a beaucoup étouffé aussi ces dernières années? Comment? Ça dit que, je dis, est-ce que c'est pas parce que l'État a beaucoup étouffé ces dernières années, les libertés et tout, les manifestations, pratiquement, importe, voilà. Peu importe, c'est-à-dire que peu importe le problème, peu importe, il n'y a il n'y a aucun justificatif, aucun justificatif pour justifier de détruire des édifices publics. Maintenant, ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça a réglé? Est-ce qu'aujourd'hui, de brûler l'université, ça a réglé quelque chose? Ça a réglé. Le leader est en prison, le parti a été dissous, et maintenant, toi, tu n'es pas à l'école. Ça a réglé quelque chose. Moi, je vois ça comme un gamin qui boude. Ah, mon père, il est pas gentil avec moi. Même pas mon père, parce que si on disait quelque chose, c'est comme un gamin qui boude, qui dit mon professeur à l'école, il est méchant avec moi, il me frappe, tout ça, donc je viens à la maison, je détruis. Je détruis la télé. Quand tu viens à la maison, tu détruis la télé.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le prof qui vous a le prof qui est méchant? Le prof, il est méchant, tu détruis tes affaires. Macky Sall, il est mauvais, tu détruis les choses des Sénégalais ou tu détruis des affaires. Et après, tu vas essayer de dire, parce que Macky Sall est méchant, on m'a dit de détruire mes affaires. Mais ça, c'est ça qui est encore incivisme, manque d'éducation. Les valeurs-là qu'on devait apprendre à nos enfants, on ne les a pas appris à nos enfants. Aujourd'hui, ils font du n'importe quoi. Et nous sommes là en train d'essayer de justifier ça. Et je pense que ma méprise de position... Donc, vous pensez que toutes ces violences qui ont, qui ont eu pignon sur rue ces dernières années ne sont pas justifiables? Ne sont pas justifiables. Tu peux te plaindre sans détruire, sans être violent. Je pense que la meilleure façon de se plaindre, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter. Aujourd'hui, depuis 2012, je pense, il n'y a aucune élection où l'opposition a eu la majorité. Donc on se plaint, on se brûle, mais on ne va pas voter. Si on veut vraiment faire la différence, on doit aller voter sincèrement, massivement. Donc les gens aujourd'hui qui se plaignent, qui disent Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, beaucoup d'entre eux n'ont pas d'intention de voter. Donc si tu ne votes pas, parce que tu dis que mon candidat n'est pas là, mais tu laisses la continuer. Après, il ne faut pas te plaindre. Donc les rendez-vous, c'est dans 2 mois, 3 mois. Je pense que les gens qui veulent le changement doivent aller voter, choisir la bonne personne, mais ça ne sert à rien de détruire. Maintenant, peut-être pour finir, vous êtes candidat, mais on vous souhaite de passer le processus de parrainage. Mais au cas où voilà, vous êtes bloqué, est-ce que vous allez soutenir quel candidat? Vous avez des options pour ça et tout? Non, moi je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que si quelqu'un me regarde ou m'écoute, automatiquement il va dire que cette personne-là n'est pas un politicien. Parce que j'ai dit que la politique ne va pas me changer. Je peux être de l'opposition, mais quand il s'agit de dire la vérité, je dis la vérité. Quand vous avez un franc-parler, voilà. Donc, si c'est des étudiants qui font des choses, bien que la plupart des étudiants soient de l'opposition, mais je vais les condamner parce que je vais regarder l'intérêt du Sénégal. Dans l'opposition, je ne vais pas le cacher, je ne vais jamais supporter Mimi Touré. Parce que je me dis que Mimi Touré, il est dans l'opposition, pas par conviction. Parce qu'il était avec Macky Sall, elle était avec Macky Sall, elle faisait le sale boulot. Elle n'avait aucun problème. Le seul problème qu'elle a avec Macky Sall, c'est qu'elle n'a pas eu le poste qu'elle voulait. Mais quand on parlait d'injustice, elle était ministre de la Justice. Elle se défendait, etc. Donc elle ne voyait aucun problème avec le régime de Macky Sall. Donc du coup, du jour au lendemain, tu n'as pas ton poste, automatiquement, donc je ne le crois pas. De même que Déthié Fall, parce que Déthié Fall, je me dis qu'aujourd'hui, si Sonko est dans cette situation, c'est en faute, sa faute. C'est en partie sa faute. Parce que c'est en partie sa faute, parce que c'est quelqu'un qui est le mandataire. Tu as une liste de 53 personnes. Tu dois t'assurer qu'après un homme, il y a une femme. Et je pense qu'on l'a interpellé, et les gens l'ont interpellé pour lui dire que change cette personne et mets cette personne. Il a bloqué ça, il a dit que moi, dernièrement, je vais changer. Il ne l'a pas fait. Moi, sérieusement, j'étais mandataire de Yewwi. On me donne cette liste, mais je ne vais pas déposer cette liste. D'autant plus que je connais l'erreur. Tout le monde connaît l'erreur depuis des semaines. Au dernier moment, je vais dire, hey, il y a un problème. Je ne vais pas déposer parce que si je dépose, on va nous invalider. Donc, soit vous enlevez ou moi j'enlève ou je ne vais pas déposer. Mais tu déposes une liste que tout le monde sait que la liste ça ne va pas passer. Et après, tu dis, ils se prennent les doigts et je pense que c'est la faute du mandataire. Les autres, ils ont joué un rôle aussi, on a vu ça. Donc, et Pape Djibril Fall? Pape Djibril Fall, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de pire en politique se retrouve en lui. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé en même pas un mois. C'est un menteur. C'est un nulard. Et sérieusement, je ne souhaite pas le Sénégal quelqu'un comme lui. Par exemple, quelqu'un qui allait à l'université qu'on a viré, qui allait faire l'école art oratoire, qui a appris à parler. L'école art oratoire, c'est pour aller parler, apprendre à parler. Donc, il a appris à parler. Donc, dans ses discours, tu penses que c'est quelqu'un d'honnête, mais c'est quelqu'un de très malhonnête. Donc, lui, mon jamais de la vie. Même si aujourd'hui, c'était le seul candidat, non merci. Je préfère m'abstenir.
Parce qu'il y a certaines convictions que j'ai. Et ça, personne ne va les changer. Si aujourd'hui je pouvais aider quelqu'un, ce serait Ousmane Sonko. Mais restant sur Pape Djibril Fall, je constate que ces derniers mois, bon, il y a eu vraiment des mots très forts à son encontre. En fait, et vous l'avez soutenu dans un premier temps lors des élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, je pense que non, il n'y a pas eu de problème. Je pense que ça, je l'ai éclairci depuis l'année passée. Je pense que c'est quelqu'un... Je ne connaissais pas Pape Djibril. Moi, j'ai la télé là, mais je ne regarde pas la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ni Canal, ni TNT, tout ça, je n'ai pas. Pourtant, j'ai 5 télés dans la maison, mais je ne regarde pas la télé. C'est quelqu'un que quelqu'un m'a présenté dans le parti pour me dire, est-ce que vous ne pouvez pas aller ensemble? Les gens disent, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est comme ça qu'on s'est connus. On est partis ensemble, mais sur le... Quoi? Même pas un mois, 2-3 semaines. Je pense qu'après une semaine, j'ai décidé de ne pas y aller avec lui. Après, il m'a supplié. Il m'a supplié d'aller avec lui. Finalement, on est allés ensemble. Mais tout ce qu'il disait du matin au soir, c'est des mensonges. Je pense que vous pouvez aller regarder dans les autres vidéos. Je ne vais pas revenir dessus. Absolument. Voilà. Donc, après, quand c'est parti, je suis sorti de la coalition. Et depuis lors, je ne le suis pas. Parce que je me dis que tôt ou tard, tout ce qu'il va faire là, ça va se savoir. Et je pense que ça commence à se savoir. Parce que les gens commencent à voir le vrai visage de la personne. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont sortir après. Voilà, je pense que c'est un truand. Et même quand il y a eu des problèmes, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des dossiers carrément bien détaillés pour montrer, il m'a truandé ici, celui-là, là. Donc, mais bon, je ne vais pas passer mon temps. D'accord, je comprends. Maintenant, vous avez dit que vous vouliez soutenir le président. Si je dois soutenir quelqu'un, ce serait Ousmane Sonko. Mais malheureusement, il est en prison. Si je le soutiens, ce n'est pas vraiment à cause de ce qu'il dit à Macky Sall. Je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que cette politique-là, c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, j'ai vu ses anciennes vidéos et je pense qu'il proposait quelque chose. Et en plus de ça, il a toujours été constant. Et je pense que si on arrive à trouver quelqu'un qui est constant, qui n'est pas corruptible, et je pense que dans ces deux qualités-là, peut-être pour qualité ou défaut, c'est similaire. Parce que je me dis que moi, sérieusement, jamais je vais faire certaines choses. Donc, on a à peu près les mêmes valeurs, donc je peux dire on peut aller ensemble. Parce que je me dis, il faut que tu aies les mêmes valeurs avec la personne pour aller avec lui. Donc, les mêmes valeurs, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est constant, qui veut changer des choses et qui est incorruptible. Après, le reste, on peut compléter. Même s'il n'a pas certaines choses, je pense que l'équipe peut gérer le reste. Mais il faut qu'on ait ces valeurs. Donc, ces valeurs que je pense que j'ai et que je le retrouve en lui, je dis que je peux peut-être aller avec lui. Mais après, bon, on peut se tromper parce que j'ai vu ces valeurs-là dans d'autres personnes que finalement, je ne suis pas allé avec ces personnes-là. On a vu, c'est le contraire. Donc, je dis, c'était le seul. Mais à part ça, je ne pense pas. Donc, si on ne passe pas, je pense que nous, on va faire une tournée, on va parler à nos militants, on va continuer à faire notre politique. Mais si par extraordinaire, voilà, bon, on agite un plan B de l'ex-Pastef, si par extraordinaire, bon, je veux dire, ce candidat-là passe, est-ce que vous pourriez le soutenir? Non, parce que je ne connais pas la personne. En fait, on parle de Diomaye, Cheikh Tidiane Dièye et les autres. Je ne les connais pas. Le problème, je ne veux pas soutenir quelqu'un que je ne connais pas. Pour après, quand cette personne fait des choses, qu'on me dise que c'est toi qui les as soutenus. J'ai déjà eu une mauvaise expérience où j'ai soutenu quelqu'un qui est carrément passé à côté. Donc, je ne vais pas encore soutenir quelqu'un qui va passer à côté. Donc, si je ne suis pas sûr, je pense que je vais me retenir. Et je ne suis pas pressé. Nous sommes jeunes. On peut faire... on sera là en 2029. On sera là en 2034. Donc, pourquoi se précipiter? Coûte que coûte, dire que les prochaines élections, je vais participer directement ou indirectement. Si tu ne passes pas, je pense que tu peux faire du recul, regarder ton organisation, regarder ton discours, regarder les moyens de communication. Comment tu vas faire pour que les prochaines échéances, que tu aies plus de visibilité et que ton électorat augmente. Mais ce n'est pas forcé que l'élection 2024 là, Amitié va participer coûte que coûte. Non, non, si je ne passe pas, je reste à la maison. Vous travaillez sur un temps long. Voilà. Donc si on ne passe pas, on reste chez nous, on regarde la télé et c'est tout. Après, on va regarder les profils qui sont là. Le meilleur profil, on va essayer de voter, c'est tout. Mais on ne va pas coûte que coûte être là pour... on va passer... C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour des postes. Je pense que c'est les gens qui ne comprennent pas. Parce que la plupart des politiciens veulent tout le temps participer aux élections, directement ou indirectement pour des postes. Moi, je ne suis pas là pour des postes.
Donc, directement ou indirectement, ce n'est pas mon problème. Si je vois personne dans les gens qui sont qualifiés, qui peut changer le Sénégal, bah, je vais me retirer, rester de côté et regarder ce qui se passe, c'est tout. Merci Hamidou Thiaw. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous découvre aujourd'hui. Vous avez un franc-parler détonnant et je pense que le Sénégal a besoin de ça. Donc, je vous laisse conclure. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment content de cet entretien. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se parler. Aussi, je remercie tous les gens qui nous suivent à travers LAS TV. Merci. Merci beaucoup, Hamidou Thiaw. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, chers téléspectateurs. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre candidat. Merci beaucoup.